BFM Bourse. Les réponses aux questions. Vous nous envoyez régulièrement en effet vos questions, on tente d'y répondre ici régulièrement. Igor Demac, tiens, va s'y coller, il vient de nous rejoindre. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Igor Demac pour Vital Épargne. Igor, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. On y va. Gérard nous écrit. Quelles sont, nous demande Gérard, les attentes pour les résultats 2022 des entreprises ? On est bien avancé aux États-Unis, on est encore au tout début en Europe. Oui, alors il n'y avait pas énormément d'attentes, quelques pourcents d'augmentation pour 2023, et puis je dirais la stabilité ou une légère baisse pour 2023 en Europe. Mais c'est vraiment clé de savoir si les entreprises vont réviser à la baisse leurs prévisions. Le passé, je pense qu'on ne va pas trop s'y intéresser. La publication en soi, qu'elle déçoive ou pas, c'est une chose, mais c'est la prospective. Est-ce qu'on va avoir après finalement la bonne surprise macroéconomique que nous ne sommes pas en récession ? Et on l'a vu dans les chiffres de l'emploi américain, on est plutôt dans une phase de redynamisation macroéconomique, mais il faut voir si l'inflation, les coûts de matière n'ont pas mangé la marge des entreprises. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. C'est plutôt un bon début, à part la tech américaine, mais qui est un peu spécifique et qui avait pris beaucoup d'avance sur les résultats ces dernières années. Donc, il n'y a pas énormément d'attentes de croissance. Il y a surtout, je pense, une confirmation qu'il n'y a pas trop de révision en baisse pour coller au scénario macro qui est meilleur que prévu. Et justement, cette question, Héloïse nous écrit, pourquoi les économies ne rentrent-elles pas en récession ? Et effectivement, le rapport sur l'emploi américain, à l'instant, montre qu'il reste une certaine dynamique malgré les resserrements monétaires. Pourquoi toujours pas de récession ? Les Américains diraient « it's a lot » pour les emplois créés, mais évidemment avec les prudences naturelles sur les publications de chiffres, mais on voit partout dans les économies développées. Et d'ailleurs, c'est un peu un sujet, parce qu'on ne comprend pas bien. On a beaucoup de gens qui sont sortis du monde du travail, il y a beaucoup de gens qui travaillent différemment avec le télétravail. En fait, on a un taux de chômage qui est très faible. On a finalement peu de défauts d'entreprise. On a des carnets de commandes bien remplis. On a quand même une trajectoire monétaire des banques centrales qui a été, je dirais, très bien absorbée, alors qu'elle est une des plus rudes depuis des décennies. Et donc, aujourd'hui, des économies qui frôlent le seuil de la récession, mais qui ne tombent pas dans la récession du Covid ou celle de l'année 2008. Donc aujourd'hui, on peut dire que les investisseurs sont relativement rassurés, alors qu'il y a quelques mois, en fait, c'était la vraie question, avec aussi le point de l'hiver et de ce sujet énergétique qui nous guettait. On continue de répondre aux questions que vous nous envoyez régulièrement sur notre site bfmbourse@bfmbusiness.fr. Paloma, qui a vu les banques centrales passer cette semaine comme les oiseaux migrateurs, les banquiers centraux doivent-ils poursuivre la hausse des taux d'intérêt pour contrer l'inflation, ou les choses sont-elles en train là de commencer à changer ? Oui, c'est finalement un scénario un peu plus rose que ce qu'on avait anticipé. Alors, on est à la 8e hausse consécutive des taux d'intérêt aux États-Unis, donc on est à 4,5%, mais on a un ralentissement de la hausse. Donc, les marchés, c'est en mathématiques une histoire de dérivés première, seconde, c'est-à-dire c'est le rythme d'accélération ou de décélération des indicateurs qui est important. On est encore un peu à la traîne en Europe, mais finalement, les messages qui ont été transmis par les banques centrales sont des messages qui aboutissent à un résultat, c'est-à-dire que les indices d'inflation commencent à refluer, surtout aux États-Unis, moins en Europe évidemment, et puis il faut être un tout petit peu prudent parce que la hausse du coût de l'argent et la restriction du crédit a tendance à se dissiper et à infuser l'économie avec du retard. Donc on ne peut pas encore bien voir ce que la hausse du coût du crédit, par exemple en France, avec les nombreux PGE qui ont été accordés, on ne peut pas voir exactement ce que ça va avoir comme impact. Mais oui, les banques centrales ont fait une grosse partie du travail. Alors maintenant, l'autre question, c'est de rentrer dans une phase longue de taux beaucoup plus haut, puisque les phases de baisse de taux et les phases de hausse de taux sont en cycle économique d'une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années. Donc on est sûrement sorti d'une phase de taux d'intérêt trop bas. Et les marchés ont tort de continuer d'anticiper une baisse de taux peut-être à la fin de l'année ou en 2024. Les marchés continuent d'aller un peu trop vite en besogne, d'après vous ? Ils vont assez vite parce qu'en fait, ils sont rassurés de deux grands écueils, c'est-à-dire finalement qu'on n'arrive pas à lutter contre l'inflation, et puis aussi que le monde s'effondre avec la crise énergétique et ce qui s'ensuit. Donc c'est toujours un peu comme ça avec les marchés financiers. C'est un pendule, il ne s'arrête jamais tout de suite au milieu.
Après, il faut pas s'imaginer que les taux d'intérêt ni l'inflation reviennent au niveau pré-Covid ou pré-conflit en Ukraine. Il y a quand même un changement de paradigme géostratégique, économique, mondial. Et c'est sûrement le prochain cycle qu'on va voir naître à partir de maintenant. Richard aussi nous écrit, lui, veut des idées concrètes, du coup, pour investir. Voilà, faire son miel de ce contexte. Quel secteur, quelles entreprises conseillez-vous à ce stade du cycle économique? C'est sa question. Alors, plutôt que de donner des noms des secteurs, 3 critères. La qualité d'un bilan, donc vraiment éviter les entreprises et les secteurs qui ont des bilans lourds, qui doivent aller chercher de l'argent pour financer leur activité, leur restructuration. Avoir un avantage en termes de multiples de valorisation, ça c'est toujours un plus. Et le dernier critère, c'est avoir la capacité de surprendre au niveau des résultats, ou en tout cas d'atteindre ses objectifs. Alors, en général, on ne peut pas maximiser les 3 côtés du triangle de critères, il faut en avoir 2 et éviter d'être endetté. Donc vous voyez qu'en fait, soit on est cher en termes de multiples valorisation, mais on a un bilan qui est extrêmement sain, c'est-à-dire ça c'est les valeurs du luxe par exemple, et puis on a une capacité de surprendre les résultats, soit en fait on n'est pas cher, mais on a un bilan sain, mais les résultats sont un peu mornes. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qu'il faut éviter, me semble-t-il, c'est les sociétés qui sont exposées aux risques bilanciels. Et puis après, un commentaire plus général, évidemment, et là je retombe sur les valeurs du luxe, mais c'est pourquoi on parle du luxe, parce que c'est un secteur qui a déjà connu beaucoup d'inflation. C'est-à-dire que les prix des objets de luxe ont progressé, la rareté, bien avant le phénomène d'inflation. Et on voit bien aujourd'hui que ça n'empêche pas les clients d'en acheter. Après, il y a des secteurs comme la banque qui sont un peu moins sujets à l'inflation. Donc il faut chercher des secteurs qui arrivent très très bien à vivre dans un phénomène inflationniste sans que les clients s'en aillent, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas. Merci beaucoup Igor d'être passé nous voir et d'avoir apporté des réponses aux questions. Igor de Mac, Vital Épargne, régulièrement à nos côtés. Bon retour. Merci. 15h28, dans 2 minutes, on sera sur place à New York pour l'ouverture des marchés américains et la réaction sur les GAFAM aux publications hier soir d'Alphabet, d'Amazon et d'Apple. L'avalanche à suivre, on sera dedans. On va rejoindre Sabrina Quagliozzi, donc juste après la pause. À tout de suite.